Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 8 octobre. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo qui fait des siennes depuis plusieurs jours maintenant. Décryptage de ces conditions climatiques de saison ou pas avec le météorologue Louis Baudin. Les chiffres de l'emploi, les tendances, les avancées dans le domaine social et le suivi de votre santé. Christophe Robineau, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, sera notre invité dans quelques instants au sortir de sa conférence de presse de rentrée. Dans le cadre du palmarès annuel de la Fondation Prince-Pierre en matière littéraire, nous avons assisté à l'un des moments phares de cette institution, la rencontre des auteurs de la Bourse de la Découverte avec une partie de leur public à Monaco. Et puis dans le cadre du 60e anniversaire du jumelage entre la ville d'Ostende et Monaco, nous ferons un dernier tour ce soir de la cité belge avec nos envoyés spéciaux. La conférence de presse de rentrée aujourd'hui au département des affaires sociales et de la santé, l'occasion pour nous de se pencher sur le bilan et les projets dans le secteur de l'emploi comme dans celui de la santé. Avec nous ce soir, Christophe Robineau. Bonsoir à vous, monsieur le conseiller. Bonsoir. Quel est votre ressenti pour cette grande conférence de rentrée 2024 ? Écoutez, c'est toujours un plaisir de rencontrer les journalistes et de pouvoir échanger avec eux sur les sujets d'actualité, sur ce qui les préoccupe et ce qui nous préoccupe également, à savoir d'abord la situation de l'emploi en principauté, l'excellence de notre modèle social et la stratégie que nous aimons mettre en place en ce qui concerne les politiques de santé. L'emploi, pour l'instant, tout va bien, toujours en hausse ? Alors l'emploi est toujours en hausse, on a une croissance qui est soutenue. Vous savez que sur les 10 dernières années, on a eu une augmentation du nombre d'emplois salariés de plus de 2% par an. Et sur les derniers 12 mois, nous sommes à près de 9% d'augmentation. On a le sentiment quand même d'un petit infléchissement et évidemment, on a une certaine appréhension sur les conséquences de l'emploi que vont avoir la fin de certains chantiers, grands chantiers en principauté, en particulier le chantier Maréterra, mais nous nous préparons à essayer d'accompagner tout ça. Emploi et santé, vous venez de parler de Maréterra, il y a aussi le CHPG qui est un énorme chantier. Le CHPG est un énorme chantier, énorme par son coût, mais énorme aussi par ses objectifs. Donc c'est actuellement une phase de construction qui avance bien. Vous savez que nous avons terminé le gros œuvre, nous en sommes passés aux aménagements intérieurs, ce qui nous permettra très certainement d'accueillir les patients au courant de l'année 2026 dans la première phase du nouvel hôpital. En matière d'emploi, vous l'avez dit, on évolue toujours. On est sur quoi ? Sur les phases d'apprentissage, sur de l'emploi, de la formation professionnelle. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui vous manque aussi aujourd'hui en tant que conseiller ? Alors je crois qu'un sujet important pour l'attractivité et la fidélisation des salariés en principauté, c'est développer la formation professionnelle. C'est quelque chose, un sujet sur lequel nous avons échangé avec les employeurs à l'occasion d'une table ronde que j'ai organisée il y a une petite semaine. Nous avons tous convenu de l'intérêt de développer notamment l'apprentissage en principauté. L'apprentissage est probablement une des meilleures voies de formation et de recrutement pour les employeurs monégasques. Et en plus, il y a un forum de l'emploi qui va revenir, ce sera le 3e ? Évidemment, dès le 24 février 2025, je vous invite à vous rendre au forum Monaco pour l'emploi. C'est la 3e édition. J'espère qu'elle rencontrera autant de succès, sinon plus que les précédentes. Nous allons apporter quelques petites améliorations qui j'espère plairont, mais j'en dis pas plus. On n'en dit pas plus ce soir. Il faudra vous rendre sur le forum pour pouvoir les découvrir. Quand on parle d'emploi, forum de l'emploi, on pense aussi à nos aînés. Et avec cette évolution, même cette révolution, depuis le 1er janvier ici à Monaco, ça se passe plutôt bien pour les retraites. Alors, pour les retraites, ça se passe très bien puisque le lancement de la Caisse monégasque de retraite complémentaire est un réel succès. C'est un nombre conséquent de dossiers qui ont été rapatriés. Je salue à cette occasion encore une fois le travail qui a été réalisé par les caisses sociales de Monaco pour assurer la sécurité de ces transferts. C'est aussi de nombreuses retraites, plus de 1700 retraites qui ont été liquidées depuis le début de l'année, la création de la CMRC. C'est aussi 20 000 dossiers de pensions de bonification qui ont été adressés à la CMRC. La
pension de bonification, vous savez, c'est le différentiel que va verser la CMRC aux retraités qui ont déjà liquidé leur pension dans la Girarco et qui percevront le complément par la CMRC de façon à être traités de façon équitable par rapport à ceux qui, à partir du 1er janvier 2024, vont liquider leur pension dans le nouveau régime. Et on pense à nos aînés et on pense surtout à l'humain, Principauté de Monaco, on ne l'oublie pas. Et cette santé, on est en plein cœur de l'automne, entre deux grandes saisons. Retour des virus, on le voit, il y a pas mal de gens qui toussent, qui ont le nez qui coule. Peut-être un retour du Covid. Quel est l'état des lieux en ce moment au niveau santé ? Alors, bien évidemment, la saison hivernale annonce le retour des infections hivernales. Les infections hivernales, c'est bien sûr la grippe saisonnière. C'est aussi une résurgence du Covid avec un nouveau variant, le JN1, qui est un sous-variant d'Omicron, qui n'est pas plus grave que les précédents, mais qui était assez contagieux. C'est l'occasion pour moi d'insister sur la nécessité de se vacciner contre la grippe et de faire un rappel contre la Covid pour les personnes de plus de 65 ans ou les personnes qui ont un risque santé particulier. Et puis c'est aussi souvent le retour du VRS. Donc nous continuons à administrer aux nouveau-nés à la maternité le traitement préventif de la bronchiolite du nourrisson, à savoir le Beyfortus, qui sont des anticorps anti-VRS et qui protègent à plus de 90% pendant les 5 premiers mois de la vie, les nourrissons qui ont reçu ce traitement préventif. Et ne pas négliger le côté dépistage, nous sommes en plein octobre rose en plus. Voilà, nous sommes en plein octobre rose, évidemment. Le cancer du sein, ça reste le premier cancer de la femme. Tout l'intérêt d'un dépistage précoce pour augmenter les chances de guérison. Un diagnostic précoce, c'est plus de 90% de guérison. Je crois que c'est rien que ça légitime toute cette campagne de dépistage. Et puis, c'est l'occasion de lancer aussi une nouvelle campagne de dépistage. Dès le mois de novembre, à l'occasion du mois contre le tabac, nous allons lancer le dépistage du cancer du poumon. Le principal moyen, c'est la réalisation d'un scanner pulmonaire. Donc il faudra être éligible, avoir plus de 50 ans, être un gros fumeur, avoir envie de se sevrer du tabac. À ce moment-là, nous pourrons procéder à ce dépistage pour découvrir une éventuelle tumeur au stade le plus précoce possible, ce qui est là aussi la meilleure garantie de guérison. Et puis, monsieur le conseiller, en matière d'innovation, il y a un grand centre concernant les addictions, bien sûr, tabac, alcool, qui va être créé. Alors oui, effectivement, vous avez raison. Nous allons ouvrir, nous sommes en cours d'ouverture du centre de soins et d'aide aux addictions qui s'ouvrira à l'unité de psychiatrie et de psychologie médicale à Roseraie, qui sera animée par le docteur Goldbroch, qui a été recruté à cet effet et qui aura pour vocation d'informer, de sensibiliser aux questions sur les addictions et bien sûr mettre en place une consultation pour répondre dans un délai le plus rapide possible aux personnes qui éprouveraient le besoin d'un accompagnement et d'un sevrage. N'oublions jamais, il ne faut pas que vos préférences deviennent vos dépendances. C'est une belle maxime ce soir pour conclure avec vous. Christophe Robineau, merci d'avoir pris du temps pour nous à l'occasion de cette grande conférence de presse de rentrée. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Nous vous en parlions hier avec notre invité, le maire d'Ostende. Une délégation de la mairie est actuellement en Belgique à l'occasion du 60e anniversaire du jumelage entre la ville flamande et la principauté. Sarah Karim et Thomas Deus ont fait le déplacement pour Monaco Info. Je vous propose de les retrouver sur la place de Monaco. C'est bien cela, Sarah ? Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Effectivement, nous sommes sur la place de Monaco, la place centrale d'Ostende. C'est à cet endroit symbolique que le séjour des élus monégasques a commencé. Ils sont ici sur la côte belge alors qu'en janvier dernier, une délégation de la ville flamande était venue à Monaco. À leur tour donc. À noter que le dernier déplacement monégasque dans la commune remontait à 2008. À cette occasion, le souverain avait dévoilé un buste de la princesse Grace. Elle était venue accompagnée du prince Régnier III pour officialiser le jumelage. Aujourd'hui, Monaco et Ostende continuent d'entretenir leur lien d'amitié, comme vous allez le voir dans ce reportage. 60 ans, ça se fête. Et pour marquer cet anniversaire, la mairie d'Ostende a concocté un programme spécial pour la délégation monégasque afin qu'elle découvre le meilleur de la cité balnéaire, à commencer par la maison de James Ensor. L'artiste ostendais est connu dans le monde entier pour ses tableaux sarcastiques et colorés. Et des couleurs, on en retrouve aussi beaucoup dans les rues de la ville, à travers ses œuvres réalisées pendant un festival de street art baptisé le Crystal Ship. En parlant d'art, certains artistes de la place n'hésitent pas à rendre hommage à la principauté. Comme j'avais fait un portrait pour la reine Fadila d'Égypte,
elle avait vu ce tableau de Princess Grace et elle m'a demandé si elle pouvait l'offrir au prince, ce qu'elle a fait. D'ailleurs, le tableau se trouve toujours au palais. Ostende, c'est aussi la gastronomie et en particulier la croquette aux crevettes. Un festival est dédié à cette spécialité. Il met en compétition une dizaine de restaurateurs et là, à chacun sa recette. C'est une pâte avec des crevettes fraîches qui sont pêchées la nuit par un bateau ostendais. Et puis on les épluche et puis on fait la pâte. Mais comment on fait la pâte, c'est le secret de la maison. Les 4000 visiteurs journaliers sont invités à noter la meilleure croquette et à voter. Nous nous sommes prêtés au jeu, bien évidemment. C'est pour vous. Mangez. Bon appétit. Si à Monaco, les témoignages du jumelage sont nombreux, l'avenue d'Ostende par exemple, qui permet de rejoindre Monte-Carlo depuis le port Hercule, à Ostende aussi, les clins d'œil à la principauté agrémentent la ville. Ostende aussi a un lien avec Sainte-Dévote, avec les reliques, avec cette œuvre. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est très touchant, pour moi évidemment, mais surtout aussi avec les Monégasques. Je pense qu'ils apprécieront d'autant plus le fait que ce soit surprenant et un peu atypique de retrouver Sainte-Dévote à Ostende. Et je les invite bien entendu à venir juste en face de la belle bibliothèque retrouver cette œuvre de Sainte-Dévote. Le déplacement est aussi et surtout l'occasion de renforcer les liens entre les deux communes et de développer des projets pour le futur. On a beaucoup de possibilités. Par exemple, sur le niveau de la culture, il y a possibilité d'échanger sur les conservatoires, la bibliothèque, médiathèque, mais aussi sur les centres de rencontres, parce que c'est très important de réunir en fait les gens dans différents quartiers de la ville. Donc là aussi, il y a des possibilités dans le futur d'échanger à Monaco et à Ostende. Camille Svara, qui représentait le maire de Monaco lors de ce séjour, confirme cette volonté. Je trouve une ville surprenante, intéressante, avec d'abord un front de mer extraordinaire et puis des petites places ravissantes. On peut faire ensemble des choses, c'est ce qui est le plus important, parce qu'on se trouve face à des gens tellement gentils, tellement chaleureux, que ça sera très agréable de travailler ensemble et qu'ils viennent à Monaco, qu'on aille ici, c'est vraiment bien. Pour rappel, Monaco est aujourd'hui jumelé à Dolce Acqua et Luciana, mais Ostende est le premier jumelage de la principauté et le plus lointain en termes de kilomètres. Menace d'orage en jaune, vigilance orange, pluie inondation annoncée depuis hier soir pour ce mardi, au sein d'une période marquée par plusieurs épisodes pluvieux depuis la fin de l'été. Une météo de tous les jours qui fait parler et qui prête à réflexion jusqu'à fermer les établissements scolaires dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui. Le gouvernement princier laissant lui crèches, écoles et lycées ouverts, mais les absences tolérées en ce jour si particulier. Pour revenir sur cette tendance de précaution, comme dans le domaine des prévisions, il nous a semblé pertinent de faire appel à un spécialiste, notre confrère de TF1 et d'RTL, le météorologue Louis Baudin. Bonsoir Louis. Bonsoir. Sommes-nous dans un vrai automne, j'allais dire entre guillemets, à l'ancienne, avec ces tempêtes, ces ouragans, ces mauvaises conditions et cette pluie comme chez nous, qui dure et qui n'en finit pas? Oui, c'est un peu vrai, c'est exactement ça. On a retrouvé un automne un peu plus conforme à ce qu'on connaissait il y a quelques années. C'est vrai que les 2-3 dernières années, on a eu un automne où il faisait doux, il n'y avait pas de pluie, on s'en souvient. Donc, on avait un peu oublié que l'automne, ça pouvait être aussi, et surtout, normalement, le retour des perturbations, l'arrivée de l'air frais un peu dans le nord, et puis tout ça rentrant en conflit avec l'air chaud qui résiste en Méditerranée. Donc, les perturbations automnales, très classiques, correspondant à la climatologie, eh bien, on est dans ce cas de figure avec parfois des fortes pluies près de la Méditerranée, ce qu'on est en train de connaître là, du côté des Alpes du Sud. Voilà ce qu'on a connu ce matin du côté de Marseille, et puis des perturbations comme celles que nous connaîtrons demain, qui va arriver par l'Atlantique, apportant des nuages, de la pluie et du vent. Beaucoup d'accumulation quand même de pluie. On voit qu'en une heure, il peut pleuvoir une semaine. Même, je pense qu'on a déjà tout dépassé depuis le début de l'année, peut-être en volume, en volumétrie. Ah ben largement, fin septembre, dans la plupart des grandes villes en France, on était déjà aux quantités qui tombent normalement sur une année, alors qu'il reste encore un trimestre complet, où d'ailleurs souvent il pleut énormément. Donc on voit bien qu'on est largement dans des excès. Alors, je ne sais pas comment on va finir l'année, peut-être dans des quantités records. Je force le trait, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème de réchauffement climatique, le Baudin ?
Non, bien sûr que non, hein. Il est probable, on verra ça à l'avenir parce que il faut le confirmer d'année en année, mais il est certain qu'aujourd'hui, les fortes précipitations, les intensités qu'on peut connaître sur le littoral méditerranéen ou parfois dans les Alpes du Sud, peut-être que là, il y a un petit effet quand même du réchauffement climatique. Et puis, il y en a un, tout simplement, c'est que la température monte, ça c'est clair, la température moyenne grimpe, la température de l'eau, et notamment la Méditerranée se réchauffe. Donc forcément, ça a des conséquences sur l'activité orageuse et sur les précipitations. Ça, c'est intéressant, Louis, ce que vous dites. Ça veut dire que l'eau douce, j'allais dire entre guillemets de la Méditerranée, même si elle est salée, ça veut dire que la température de l'eau influe sur ce qui se passe au-dessus de nous, vers nos montagnes toutes proches? Ah ben ça, c'est même fondamental. Ça, c'est un principe qui existe depuis tout le temps. C'est-à-dire qu'on a toujours en fin d'été, au moment où les eaux sont les plus chaudes et donc où la Méditerranée est la plus chaude, le plus fort risque d'avoir le transport de cet air qui est situé au-dessus de ces eaux très chaudes vers le littoral. Alors c'est un air qui est chargé en humidité, en chaleur, et quand il vient se bloquer sur les montagnes, sur les Cévennes, sur les Alpes du Sud, provoque des orages qui peuvent être parfois très violents. Et on est prévenu maintenant à l'avance, il y a ce principe de précaution, il y a l'alerte sur son téléphone, de préfecture, de divers médias, on est alerté de partout. Est-ce qu'on en fait un petit peu trop ou pas? À l'instar que la semaine dernière, par exemple, à Cannes, on n'a pas prévenu assez tôt, et c'était un déluge pendant une heure infernale. Alors là, il y a deux choses à bien se rappeler. Tout d'abord, la météorologie progresse, mais elle n'est pas encore parfaite. Vous avez parlé de Cannes. Cannes en est un exemple. C'est-à-dire qu'on savait très bien, moi j'avais annoncé des orages sur le littoral de la Côte d'Azur. Maintenant, où est-ce que ça allait tomber avec plus d'intensité? Honnêtement, aujourd'hui, je suis encore incapable de le dire. Je sais à peu près le situer à l'échelle d'une région, voire d'un département, mais pas mieux. Et donc là, on est encore battu. Et puis ensuite, il faut savoir l'annoncer et savoir avoir un comportement autour de ces annonces avec ses limites. Et c'est ce qui se passe là en ce moment, où certains départements, certains préfets, au vu de ce qui s'est déjà passé, de sols fragilisés, d'un traumatisme quand même, il y a eu la Rodia, il y a eu les pluies de notre part. Donc, bon voilà, au vu de cette histoire, c'est vrai que par moment, peut-être qu'on peut aller un peu plus vite dans le principe de précaution et donc dans la fermeture d'écoles, par exemple, ou de transport. Comme nous n'avons pas eu d'été indien, pour conclure, est-ce qu'on aura un bel hiver avec de la neige normale, avec du froid? Et bien là encore, la météorologie a ses limites et dans ce domaine-là, ça s'arrête à 6-7 jours. Au-delà, je n'en sais rien. Et je le répète et je le répéterai. Donc, je sais, on pose déjà la question, est-ce que je pars à Noël ou au jour de l'an? Est-ce que j'aurai de la neige? Je ne sais pas. Voilà. Mais nos téléspectateurs à Monaco Info voulaient juste vous demander comment s'habiller demain matin. Voilà, c'est tout ce qu'ils voulaient savoir. J'ai votre portable, je vais leur demander. Ça, on peut le faire. Merci mille fois, Louis Baudin, d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions sur ces phénomènes météo qui nous intéressent, tous, bien sûr. Plus que de raison aujourd'hui, parce qu'on se méfie de tout ce qui peut se passer sur cette planète. Nous y tenons tellement. Merci, Louis Baudin. Merci beaucoup. Avant la proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre, les auteurs de la Bourse de la Découverte sont allés hier soir à la rencontre de leurs lecteurs au sein de la bibliothèque de Monaco. Un moment de partage et de convivialité autour de leur passion commune pour la littérature. Retour sur l'événement avec Vanessa Dessy et Julien Laugier. Chaque année, elle met en lumière des talents émergents de la littérature contemporaine. La Bourse de la Découverte, prestigieuse récompense décernée par la Fondation Prince-Pierre, est une véritable plateforme de promotion. À la rencontre entre auteurs et lecteurs est un moment clé avant la cérémonie de la proclamation des prix. Les auteurs ont l'opportunité d'expliquer leurs inspirations, leur processus d'écriture et d'enrichir leur relation avec un public déjà captivé. Quand on fait un spectacle, on peut tout de suite savoir si les gens ont été touchés ou pas, alors que quand on fait un livre, c'est beaucoup plus abstrait. Donc ces moments-là sont importants parce que ça nous reconnecte avec les gens qui ont lu notre livre et qui l'ont aimé. C'est toujours des moments qui sont très riches et puis qui sont aussi émouvants parce que de sentir que des choses qu'on a imaginées ou qu'on a vécues sont partagées et ont pu aussi faire des ricochets comme ça dans d'autres cœurs ou dans d'autres têtes, c'est toujours quelque chose de très beau. Je suis hyper contente de rencontrer mes lecteurs, mes lectrices. Je ne sais pas s'ils vont me poser des questions sur le processus d'écriture. Je comprends même pas mon processus d'écriture, mais je suis contente d'être ici. Et ça me donne envie de continuer à écrire. Et ça leur donne envie d'écrire aussi. Souvent, les gens qui sont autant passionnés par la littérature, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont des histoires à l'intérieur d'eux qu'ils ont envie d'exprimer. Donc moi, je dis à tout le monde, faites-le.
Cette étape permet un échange direct et privilégié. Les lecteurs, souvent curieux de découvrir les univers littéraires des auteurs en lice. Chacun d'entre eux participe activement à des discussions autour des œuvres sélectionnées. Je viens chaque année et je lis en principe tous les livres. Cette année, j'ai un petit peu honte. Je n'en ai lu que 3, mais tous passionnants. Alors je suis toujours ravie de découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles façons d'aborder certains sujets. Pour moi, c'est un événement qui est très intéressant parce que les auteurs, on les voit de près. On peut discuter vraiment avec eux et à chaque fois, je me dis que ce qui est offert ici est quand même un peu exceptionnel. Découvrir des choses sur le livre, en discutant avec l'auteur, c'est-à-dire qu'on peut s'apercevoir même qu'on s'est complètement fourvoyé après la lecture d'un livre ou avoir des explications et rentrer dans un dialogue qui est très intéressant. Ce rendez-vous littéraire à la fois convivial et enrichissant fait de la Bourse de la Découverte un tremplin unique pour de nouveaux talents, offrant une visibilité précieuse et un soutien financier à hauteur de 12 000 €. En sport, pour soigner ses maux de début de saison au championnat de France, rien de mieux que de se relancer sur la scène européenne pour l'AS Monaco Basket après une entame d'Euroleague réussie la semaine dernière face à Milan. Demain soir, mercredi 19h, salle Gaston Médecin, place au Maccabi Tel Aviv. Comment joueurs et entraîneurs abordent-ils cette deuxième rencontre à l'accent européen? Mam Jaïté, l'un des pivots de la Roca Team, et le coach Sacha Obradovic se sont confiés à Frédéric Allion. Au-delà de réagir, je pense que tout le monde, on a tous besoin de se regarder devant le miroir et de devoir pouvoir retrouver nos standards. Je n'aime pas dire retrouver, c'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle saison, trouver nos standards, trouver notre rythme des croisières. Donc voilà, là on sait que malgré tout, ce début de saison il est super important. C'est des matchs qu'il ne faut pas regretter en fin de saison. Donc demain, il va falloir le prendre et surtout jouer avec la manière. I'm sure that it's going to be completely different second time we play Asvel, but that was let's say the bad moment for us. We understood what are the mistakes, more or less everything goes to the attitude, but the reaction is supposed to be really hard now. Even the best one, we have to protect the home court, against Maccabi, the team who is always hard to play, let's say. On s'est peut-être vu trop beau après le match de Milan et on ne sait pas exactement où on en est, on ne sait pas quel est le niveau actuel de l'équipe. Donc à une victoire, on est super content, à une défaite, on pense que c'est la fin du monde. Donc à nous de, justement, comme j'ai dit, de trouver nos standards, de rester dans ça. Surtout, il y a 90 matchs dans la saison, je sais pas. Donc il faut qu'on puisse réussir à créer cette identité. Deuxième acte européen, on le rappelle, demain 19h à la maison. Au regard de la météo du moment, pourquoi ne pas s'offrir un passionnant parcours culturel en vous rendant par exemple à l'exposition de la galerie Hauser & Wirth. Gaëtan Lebrun a pris le temps pour vous de s'immerger dans l'univers du surréalisme au cœur du Monte Carlo One, accompagné de Jean-Alexandre Dordet. Du 26 septembre au 21 décembre, le Monte Carlo One se transforme en véritable galerie d'art. Pour fêter les 100 ans du mouvement surréaliste, la galerie a accueilli ici en principauté une dizaine d'artistes peintres venus du monde entier afin de prôner l'héritage laissé par le surréalisme à travers les différentes époques. Their works recall surrealism in different ways, the legacies of surrealism. So we're revisiting surrealism through subsequent generations and showing the persistence of the influence of surrealism as a movement till the present day. All of the artists are women, and we also wanted to focus on the importance of women artists in exploring the legacies of surrealism. Le mouvement a su évoluer au fil des années en se réinventant à travers les sociétés afin d'influencer de nombreux domaines comme l'écriture, le cinéma ou encore la photographie et faire du surréalisme une tendance transgénérationnelle. Le mouvement surréaliste, c'est extrêmement important dans les contextes du XXe siècle et même aujourd'hui. Il a eu un impact assez important sur plusieurs disciplines. Donc on pense sur la littérature, en fait, sur les films, sur les cinémas, même sur la psychologie. Donc c'est un mouvement qui a vraiment impacté toutes les disciplines et qui, encore aujourd'hui, c'est de grande actualité. La galerie qui se déplacera ensuite à Paris, au Centre Pompidou, pour une nouvelle exposition sur le mouvement surréaliste.
C'est un événement musical très attendu. Demain, mercredi 20h, à l'Auditorium Régnier 3, le récital de piano de Christian Zimmermann, l'énigmatique virtuose polonais pour l'un de ses rares concerts d'automne. Il a prévu d'arriver demain au volant de son camion personnalisé à bord duquel il transporte toujours son propre piano accompagné de son accordeur. Il interprétera demain à Monaco des œuvres, entre autres, de Chopin et de Debussy. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Alban Gingembre. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Ne rangez pas tout de suite vos parapluies, les gouttes continueront de tomber demain en principauté. La météo sera plus clémente qu'aujourd'hui, mais attendez-vous tout de même à un ciel couvert avec de possibles averses. Du vent aussi, avec des rafales pouvant atteindre les 45 km/h. Pour ce qui est des températures, le thermomètre oscillera entre 16 et 21 degrés. Enfin, en ce mercredi pluvieux du 9 octobre, nous fêterons les Denis. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec les instantanés de deux moments d'importance dans le cadre du palmarès annuel de la Fondation Prince-Pierre, avec d'un côté la réunion du Conseil littéraire présidé par Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, et de l'autre, la rencontre des auteurs de la Bourse de la Découverte avec une partie de leur public ici à Monaco. Les photos sont signées Frédéric Nébinger et Stéphane Dana. On se retrouve demain, 19h, pour un tout nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.